Bonjour Jean-Claude Golvin, donc c'est pas la première fois que vous venez, donc vous êtes un habitué, enfin vous êtes déjà venu l'année dernière, peut-être des années auparavant également, vous habitez la région et donc l'année dernière vous nous aviez présenté votre album Quadratura et donc on attend avec impatience la suite, mais j'ai cru comprendre que ça ne serait pas encore pour tout de suite car vous avez un travail à rendre, comment dire, qui est daté, donc vous avez des impératifs, et donc vous allez reprendre, j'imagine, la bande dessinée après ce rendu de travail. J'imagine que le scénario est déjà fait. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, bien sûr, le scénario est déjà fait, l'histoire est connue jusqu'à son terme. Simplement, les projets sont divers, donc la bande dessinée, je la redémarrerai après avoir fini la suite de ce livre-là. Est-ce que vous pouvez nous le montrer à la caméra ? Parfait. Alors là, ce n'est pas étranger tout à fait à la bande dessinée, en ce sens que ça, ce sont des livres scientifiques qui expliquent le savoir-faire de l'armée romaine, qui quand elle ne combat pas, fait les grands travaux. Alors là, il s'agit de restituer les chantiers. Mais aussi par l'image, c'est-à-dire ce n'est pas que le texte, nous raconter ce qui se passe, c'est de montrer. Oui. Alors on voit les personnages, on voit les outils, on voit tout à fait, on vit un moment du chantier comme si on pouvait au fond le raconter aussi bien dans une bande dessinée, simplement c'est pas le même genre, c'est-à-dire là on n'a pas de héros, c'est pas le personnage qui est le héros, c'est le chantier. Oui. Alors dans la bande dessinée, ça se croise. Je vais pouvoir mettre des images de restitution, c'est ce que l'on voit ici, par exemple, où l'on a la ville de Narbonne restituée sérieusement. Mais dans la bande dessinée, ce sont les personnages qui ont le rôle principal. Donc là, cette fois, on a des personnages, on les suit, et tout ce que l'on va mettre en jeu, c'est un décor, en fait. Tout ce que là, dans ces livres-là, est prédominant. Là, un peu au second plan, parce que ce sont les personnages qui doivent nous intéresser. Alors que là, c'est le contraire. Si on met des personnages, c'est simplement pour donner l'échelle et faire comprendre l'action qui se déroule. Et est-ce qu'il y a j'imagine qu'il y a pas mal de croquis, de dessins, est-ce que vous pouvez nous en montrer quelques-uns ? Bien sûr, puisque c'est un ouvrage qui doit être très intéressant sur on voit l'époque romaine. Les ouvriers au travail. Là, par exemple, si on voit le chantier d'un aqueduc, on voit les ouvriers au travail. Vous pouvez remonter un petit peu ? Encore ? On voit les échafaudages, on voit les engins qui servent à lever les blocs. Et ainsi de suite, dans le livre, à chaque fois on verra une action qui sera commentée par le texte et tout à fait visible dans l'image. Alors il y a des chantiers, évidemment, le grand chantier d'un pont, par exemple, d'un pont en construction, le pont de Trajan sur le Danube. Ah oui, c'est un pont qui a été très important, ça. Oui, c'est un pont qui fait 1,1 km de long sur le Danube, qui est quand même un fleuve très puissant. Oui, oui. Donc c'est un exploit technique connu dans l'histoire, évidemment. On raconte donc comment ça se passe et comment on a procédé pour arriver à construire le tablier. Les piles sont en pierre, le tablier du pont est en bois. Tout ça on le sait parce qu'on a les sources d'informations pour le dire. Et donc la restitution du chantier amène évidemment à mettre des personnages, à faire revivre. Alors ici dans la bande dessinée cette fois, on suit une histoire avec des personnages vont figurer des lieux que l'on restitue. Voilà la ville de Narbonne. Celle-ci pourrait figurer dans ce type de livre aussi bien. Simplement, elle est mise en jeu dans la bande dessinée pour que les personnages, quand ils défilent, nous aident à visiter Narbonne antique, Narbonne-Marsur. D'accord. C'est d'une pierre deux coups, si vous voulez. Et là, on suit une histoire.
Et donc ça c'est un premier fascicule, et donc vous êtes en train de faire Alors, un le deuxième. suivant, celui-là, il Oui. s'appellera le génie maritime. Le génie maritime. On saura comment on construit cette fois les ports, les jeter en mer avec les techniques qu'il a été employé pour le faire. C'est très particulier. Il y avait un savoir-faire tout à fait unique avec le béton dit maritime, le béton qui fait prise dans l'eau, qui avait inventé les Romains. Les Romains étaient capables de faire ça. Oui. Incroyable, hein. Vous avez un type de béton fait avec de la poudre de pierre venant de la région de Pouzol, qu'on appelle la pouzzolane. Et broyé fait une sorte de poudre, et mélangé à la chaux, la chaux éteinte, la chaux pâteuse, on obtient une sorte de mortier très compact qui met en œuvre dans l'eau, fait prise dans l'eau. D'accord. Et plus il vieillit, plus il durcit. C'est un mortier absolument indestructible, c'est le meilleur du monde, on n'a jamais pu faire mieux, même aujourd'hui. Hein. D'accord. Et donc c'est tout à fait une invention remarquable. Alors, c'est employé pour la construction des jetons du port, bien employé. C'est vrai que l'Empire romain, parce qu'on peut parler d'empire, a été aussi une très grande puissance maritime, et ils ont basé, enfin, leur développement a aussi été basé sur le développement maritime et les différents bateaux qui naviguaient autour de la Méditerranée. Les hérites de ports qui existent déjà avant, par exemple Alexandrie ou Pouzol existent déjà avant, mais ils sont obligés de développer beaucoup cette activité pour communiquer à travers tout l'Empire. Et puis où parfois les besoins augmentent. Alors Rome va créer le port d'Ostie, qui est beaucoup plus près de la ville que ne l'était Pouzol. Et pour ça, à chaque fois, il y a des exploits technologiques assez incroyables. Parce que souvent, les ports s'installent à un endroit qui n'est pas prévu pour ça. Et ça pose de gros problèmes de jeter en pleine mer, etc. Comme on va le comprendre. Et on sait que le port, de toute façon, disparaîtra, qu'il sera ensablé, qu'on ne pourra pas lutter contre ce phénomène. En attendant, on s'en sert beaucoup. Et ça résout un problème d'approvisionnement. Ce sont la lutte contre des forces qui dépassent les moyens de l'époque. Empêcher qu'un port s'ensable, c'est impossible. On n'a pas les outils. À l'époque. Alors on le déplace, on fait autre chose, mais il finit par s'ensabler et on est démunis. D'accord. En revanche, il peut servir pendant un siècle ou deux, donc ça suffit pour justifier sa construction. J'imaginais pas que l'importance des ports à l'époque romaine c'était aussi important, mais c'est vrai que pour le développement, les communications, le transport, le commerce, c'était vital à l'époque. Hein. Vous voyez, tout se tient à ce livre. Narbonne, c'est le plus grand port en Gaule, pour la Gaule. Oui. C'est Narbonne le plus grand port. Donc ça vaut le coup de le restituer. Si je l'ai fait dans la bande dessinée, c'est parce qu'après ça va m'aider. Je l'aurai pour en parler dans le livre suivant qui est là. D'accord. Je travaille tout avance en parallèle dans ce que je fais. C'est pour ça que les projets sont obligés de succéder. Donc la suite de la bande dessinée, je la ferai à partir du mois de mai prochain. Parce que j'aurai fini le génie maritime. D'accord. Et donc on va aboutir quand même à chaque fois à la fin des ouvrages, mais ça prend un certain temps. Une bande dessinée, ça prend un an de ce genre. Hein. On ne peut pas faire plus qu'une planche par semaine. Le temps de dessiner en noir et blanc et de faire les couleurs, ça prend une semaine. Donc une semaine, ça veut dire que l'ensemble de l'ouvrage prendra un an de travail au total. C'est ce qu'il faut savoir. Est-ce que c'est vous qui faites tout parce qu'il y a des dessinateurs qui passent par d'autres personnes qui font la colorisation, vous faites tout de A à Z? Alors, comme c'est un travail que je tenais à faire, je préfère faire tout ça moi-même parce que c'est le plaisir de le faire. C'est avant tout le plaisir pour moi de le faire, c'est là. Et pour le faire, il faut avoir un éditeur qui vous laisse quand même le champ libre. Parce que parfois, il y a des contraintes. Parfois, l'éditeur va dire, oui, vous faites le dessin en noir et blanc, quelqu'un d'autre fera les couleurs, quelqu'un d'autre... Ah oui, il peut décider le... Oui, l'éditeur peut vous contraindre. D'accord. Tandis que là, l'éditeur était un ami, on avait le champ libre. C'est ce qui me plaisait, c'est-à-dire de faire tout de A jusqu'à Z, parce que c'est quand même beaucoup plus plaisant. On s'exprime. On n'est pas contraint, on n'est pas dans des conditions, disons, de difficulté de ce genre. Et puis j'en ferai pas beaucoup, puisque je le fais tard dans ma vie. Les livres de ce genre-là, j'en ai fait beaucoup, pour des décennies. Ah, vous en avez fait beaucoup?
Oui, beaucoup, j'en ai fait presque un par an. D'accord. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de celui-là qui a l'air par aussi... exemple, Antiquité retrouvée, c'est un livre qui a pour but de vous donner une idée. Vous pouvez montrer un peu plus, un peu plus haut encore? Voilà. Voilà, comme ça c'est bien, oui. Oui, il va vous donner une idée des sites les plus célèbres de l'Antiquité. Donc on les voit restitués, on peut voir, je sais pas, ouais. On va choisir quelques-uns. Je sais pas, voilà, le palais de Knossos en Crète, voilà. Un peu plus haut, donc on vous le montre restitué. D'accord. Et puis après, évidemment, on vous donne une notice qui raconte son histoire, qui renseigne sur le site. Là, c'est pas les grands temples, le phare d'Alexandrie, par exemple. C'est très connu. Hein. Voilà. Ça avait été fait pour une exposition qui avait eu lieu à Paris, qui s'appelle La gloire d'Alexandrie, pour présenter les travaux de recherche. Et comment ça se fait qu'il se soit écoulé? C'est un séisme, c'est un long rassemblement. Le phare, c'est... Bien sûr, la ville d'Alexandrie a subi des séismes plusieurs fois de suite. Oui. Donc le phare a commencé par être abîmé, fissuré, on l'a ceinturé à la base par déjà une maçonnerie assez importante pour l'épauler. Et puis ensuite, il y a encore des tremblements de terre, et puis finalement, qui a fini par le faire tomber intégralement au Moyen-Âge. Et il subsiste jusqu'au Moyen-Âge. D'accord. Au XIIIe siècle, on peut le voir, il a été décrit. Le dernier qui l'ait décrit, c'est un écrivain qui a écrit un texte en arabe qui s'appelle Aboul Haggag Andalousi. Il l'a décrit le phare, il l'a mesuré. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire à travers ce texte, on arrive vraiment à suivre. Si à l'appui du texte on essaye de restituer le phare, on arrive à s'y retrouver. Et le phare est également représenté par des mosaïques sur des vases, par des bas-reliefs. Il est évoqué par des auteurs anciens comme Strabon. Alors on cerne très bien ces caractéristiques. Mais on n'en a jamais rien retrouvé. Il a complètement disparu. Il a complètement disparu et son emplacement même est discuté. Il y a deux hypothèses. Est-ce qu'il est sous le fort turc qui a suivi, de Qaït-Bey, ou est-ce qu'il est sur une île un peu plus loin? Ça n'a jamais été vérifié par l'archéologie. Donc les deux positions sont possibles et donc on n'a rien d'autre que la documentation. Mais on le cerne de près, parce qu'on est assez bien renseigné. Alors sur chaque site, l'aventure est différente. On a plus ou moins d'informations, de façon plus ou moins diverses. C'est ça qui est intéressant. Donc dans la suite de la bande dessinée, comme les personnages vont aller en Égypte pour poursuivre leur enquête, l'enquête, là, le mystère tourne autour d'un papyrus qui provient de l'Égypte ancienne et qui pose beaucoup de problèmes d'interprétation, etc. Donc l'enquête commence dans ce volume-là, poursuivre en Égypte, et là à nouveau, ça offrira l'occasion de restituer des sites égyptiens. Alexandrie reste pratiquement rien. En avant, donc on peut faire passer les personnages par la bibliothèque d'Alexandrie qui a disparu, par les grands palais. Elle a disparu en quel siècle à peu près Elle a brûlé déjà une première fois à l'époque de César, de la guerre d'Alexandrie, donc 45 avant Jésus-Christ. Et après, donc, à nouveau, il y a d'autres dommages. Donc, elle a disparu dès l'Antiquité. Alors, on ne sait plus à quoi elle ressemble exactement, mais on connaît plusieurs autres bibliothèques de l'Antiquité, à Éphèse, à Athènes, etc., à Pergame. On sait à quoi ça ressemble. Donc, comme on est en bande dessinée, on a une marge de liberté. Bien sûr. On peut très bien faire passer les personnages auprès de monuments dont on sait quand même à quoi ils ressemblent. Ce qu'on va représenter ne peut pas être très différent de ce qu'on aurait pu voir parce qu'on connaît bien l'architecture du temps, de l'époque dont on parle. Alors l'intérêt de la bande dessinée aussi, ce sera de nous promener dans Alexandrie et dans Memphis. Memphis et Saqqara. Aujourd'hui, la nécropole de Memphis s'appelle Saqqara et est beaucoup mieux connue que la ville. Alors Memphis, est-ce que vous pouvez nous situer où ça se trouve? Alors, c'est pas très loin du Caire actuel. D'accord, c'est donc en Égypte. Oui, en Égypte, et puis pas, disons, une soixantaine de kilomètres au sud du Caire, sur la rive ouest. D'accord. C'est très célèbre dans l'Antiquité parce que Memphis a été une capitale pendant très longtemps de l'Égypte, plusieurs fois de suite d'ailleurs. Et c'est très mal connu parce que la ville elle-même est dans la vallée du Nil. Elle n'a pas été beaucoup explorée.
On connaît un peu du temple, du grand temple de Ptah, un des plus grands dieux d'Égypte, mais la ville demeure assez mal connue. Alors l'intérêt de la bande dessinée, c'est le temple de Ptah, on peut le restituer, il est suffisamment cerné quand même pour qu'on puisse le montrer. Alors c'est l'occasion de se retrouver là, et puis après dans les grandes nécropoles d'animaux, et dans les monuments surtout en bon état. On va promener les personnages donc, qui du coup nous permettent de revoir. Et comme les monuments qu'on va voir ont un rapport étroit avec l'histoire qu'on raconte, ce sera même le point d'aboutissement de l'histoire qu'on raconte, ça vaut le coup de faire l'effort de restituer les lieux. D'accord. Et est-ce que, donc j'apprends, enfin parce que bon, on ne se connaît pas trop, j'apprends que vous avez fait beaucoup de livres. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des différents livres que vous avez produits au cours de votre vie, pour qu'on sache un petit peu ce que vous avez fait? On peut parler des livres, disons, destinés au public. Oui. Parce que ceux-là, il y en a déjà beaucoup et ceux-là sont accessibles au public. L'autre aspect de mon travail, évidemment, c'était la recherche scientifique. Beaucoup de publications scientifiques, d'articles, voire de livres spécialisés, pur et dur, dans le domaine de l'architecture antique. Dans le domaine des livres qui s'adressent à un public plus large, comme ceux-là, en général, c'est Actes Sud. C'est Actes Sud, mon éditeur. D'accord. Errance Actes Sud. Donc c'est un livre, ce sont des livres qui sont destinés à un public large, mais curieux. Quelqu'un qui veut apprendre quand même sur le sujet. Ça tire à 3000 et réédité à 3000. Ils sont réédités plusieurs fois, donc c'est quand même une bonne diffusion. C'est à peu près ce chiffre. Alors c'est intéressant parce que ce sont des livres qui rendent accessible l'histoire à un grand nombre de personnes. Avec un texte là qui est solide quand même scientifiquement. Simplement, on ne cite pas trop de bibliographie, on ne met pas de notes en bas de page. C'est un texte qui doit rester agréable à lire. D'accord. C'est ça la contrainte. Alors il y a toute une série à Voyage en Gaule romaine, publié chez Actes Sud, Voyage sur la Méditerranée romaine, Voyage chez les empereurs romains, qui nous fait découvrir tous les palais, les résidences des empereurs romains, Voyage en Égypte ancienne, qui nous promène dans l'Égypte ancienne. Il y a toute cette série qui s'appelle Voyage. Et puis celle-ci, elle a deux, pour l'instant, les chantiers donc, de terre, génie civil de l'armée romaine, génie maritime. Et je pense qu'après, je continuerai à faire des livres sur le savoir-faire des architectes et des grands monuments. Comment construire les grands monuments. Et la Grèce, vous avez fait quelque chose sur la Grèce? Oui, elle est évoquée à travers. Par exemple, ici, on a l'histoire du creusement du canal de Corinthe, dans ce livre. D'accord. Dans d'autres, dans l'Antiquité retrouvée, vous trouverez Athènes, Olympie, etc., les grands sites de Grèce. Ils sont évoqués aussi à l'occasion. Mais il n'y a pas d'ouvrage spécialisé sur la Grèce, qui s'appelle Voyage en Grèce. On pourrait le faire. Le prochain que je vais faire, ce sera Athènes à l'époque romaine, avec un auteur. Donc, on se promènera dans Athènes à l'époque romaine, parce que c'est très connu quand même. La Grèce ne perd rien de son prestige à l'époque romaine, au contraire. Et certains empereurs comme Hadrien est souvent allé à Athènes, construire, c'était des empereurs qui appréciaient la culture grecque. Donc voilà, on pourra donner une idée aussi de ce qu'était la Grèce à l'époque romaine, pour laquelle on est bien renseigné. Oui. D'accord. Mais si vous voulez, on ne peut pas tout faire, il y a une infinité de sites. Donc c'est à l'occasion d'un projet, qui peut être un livre, qui peut être une exposition. Là, j'ai fait dernièrement des planches pour le musée du Louvre, une grande exposition qui aura lieu à l'automne prochain. C'est ça aussi qui prend du temps. Bien sûr. Faire des planches pour des expositions qui sont du même genre. À chaque fois, restituer les monuments et les coordonnées qui permettent aux gens de les découvrir et du coup de recevoir le message qu'on veut leur transmettre. D'accord. Ok. Alors, tous les moyens sont bons, et pour moi tous les moyens sont bons. Ce type de livre, la bande dessinée, le jeu vidéo. J'ai travaillé aussi avec la société Ubisoft qui est très connue. Très connue. Oui. On fait par deux fois des travaux sur les jeux vidéo. C'est un moyen d'expression aussi. Oui. Mais je fais le même type de travail à chaque fois. On me dit à quoi ressemblaient les lieux. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ressemble tel et tel lieu? On me donne une liste et après à moi de me documenter ou d'aller voir les spécialistes pour être capable d'orchestrer ça, de leur dire voilà, ça ressemble à ça. À ce moment-là, les gens peuvent faire des maquettes 3D, électroniques, et puis se lancer vers leur objectif. Mais il n'est pas le même. Avec ce type de livre, on veut renseigner un public élargi. Avec celui-ci, on veut rêver.
de bande dessinée, c'est pour rêver, ça. Ah oui. S'échapper dans une histoire. Un jeu vidéo, c'est pour jouer, c'est ludique. Il n'empêche que même dans le jeu vidéo maintenant, on met une petite encyclopédie, quelques renseignements sur l'époque dont on parle, qui permettent à un très large public de découvrir un minimum de choses de la civilisation dont on parle. D'accord. Tout se tient. Ok, on a fait une très belle interview. Merci beaucoup, monsieur Jean-Claude Golbin. Et puis, sans doute à l'année prochaine, j'espère. Merci. Ok, merci beaucoup.